Alors, je ne sais pas si notre prochaine invitée est là, Madame Nadia Cardin, mais je crois que oui. Bonjour, Madame Cardin. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir. Alors, Madame Cardin est du collectif des partenaires en développement des communautés et vous nous avez soumis un rapport important. Alors, vous avez 10 minutes pour nous le présenter avec votre verbe habituel, j'imagine. Merci de me recevoir. Je vais partager mon écran. J'ai une petite présentation pour appuyer un peu ce que j'ai présenté. Donc, Nadia Cardin du collectif des partenaires en développement des communautés. On trouvait important de pouvoir contribuer à la réflexion dans le cadre des États généraux du travail social parce que le collectif a tenu dans la dernière année des États généraux lui-même, puis des apprentissages se sont dégagés de ces États généraux, puis on trouvait important de les amener à la réflexion, surtout quand on parle de la question de l'amélioration des politiques puis des programmes publics sociaux au Québec. Et on voyait aussi à travers toute la démarche des États généraux puis nos travaux, mais beaucoup de leviers du développement des communautés qui peuvent être inspirants quand on souhaite réfléchir aux perspectives du travail social de demain, ce qui est le cas à travers cette grande démarche des États généraux du travail social qui souhaite façonner le travail social de demain. Donc, très brièvement, je vais placer juste ce qui est le collectif, de quoi qu'on parle, un peu les États généraux, très, très court parce qu'on a 10 minutes, mais de plonger dans les apprentissages et les leviers qu'on voit pour le travail social de demain. Qui est le collectif? Très brièvement, on est une vingtaine de partenaires nationaux, philanthropiques, communautaires, sociaux, recherche, qui ont tous comme point de convergence de faire du développement des communautés, mais dans leurs différents champs respectifs, se regroupent au sein du collectif parce qu'ils croient à cette plus-value nationale en but de faire front commun puis de pouvoir jouer un rôle d'influence auprès des politiques publiques. Ce qu'on entend par développement des communautés, on pense à un développement qui est global et intégré afin que chaque dimension tienne compte des autres. Donc, on parle de développement culturel, environnemental, social ou économique. C'est beaucoup plus interrelié. On parle d'un développement qui est ancré dans un territoire défini par des acteurs, des actrices qui le composent. Donc, c'est tantôt une ville, une MRC, une région. C'est un sentiment d'appartenance. C'est surtout un territoire précis. Donc, on comprend par développement des communautés que ça repose sur la capacité des personnes à se rassembler et à agir ensemble. Donc, c'est vraiment un territoire ancré, un territoire ancré, pardon, et des acteurs qui le composent, des enjeux et des façons qu'on souhaite, des processus qu'on souhaite se donner collectivement sur un territoire donné pour y répondre, avec des conditions de participation, dans le but d'avoir une finalité, c'est-à-dire d'améliorer les conditions de vie individuelles et collectives. La démarche des États généraux qu'on a portée cherchait à mobiliser les acteurs dans leur diversité, faire état du développement des communautés au Québec, puis de construire les bases d'une vision globale et partagée. Et au cœur de la démarche, c'était vraiment le tour d'horizon où est-ce qu'on était dans plus d'une quarantaine de communautés locales, régionales, urbaines, rurales, etc., dans le but de comprendre c'est quoi la lecture sur le terrain, des enjeux, des besoins, des leviers, des enjeux structurels importants qui freinent notre capacité de se développer. Et on a convergé vers un événement national à l'automne dernier. On a présenté cet état de situation, puis ça a été l'occasion de réfléchir ensemble aux pistes. Donc, vraiment, ce que je vous présente, les résultats de nos états généraux, on les voit vraiment comme des apprentissages pour pouvoir favoriser l'amélioration des politiques et des programmes publics sociaux au Québec. On commence en parlant, entre autres, de la question de l'ancrage territorial et de l'accessibilité. C'est ressorti beaucoup à travers les États généraux, comme quoi qu'entre autres, quand il y a eu les fusions des CIS et des CIUS, ça a amené des enjeux d'inégalité de la couverture géographique des services. Et pour l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la démarche, mais c'est essentiel de garantir un accès équitable aux services pour tous les citoyens, quelle que soit leur situation géographique. Il y a vraiment une réflexion à avoir. On doit tenir compte, l'équité doit tenir compte des différences organisationnelles, démographiques, territoriales, géographiques, culturelles, socio-économiques et politiques. Donc, nos programmes publics, nos politiques doivent tenir compte de cet accès équitable-là aux services. Oh, pardon. Il a été question aussi de l'intersectorialité pour une approche holistique. Les enjeux et les problèmes sont complexes. On doit avoir des réponses qui leur sont complexes aussi et qu'il y a beaucoup de défis dans les silos sectoriels et organisationnels, le manque de ressources, de temps, la capacité pour une collaboration efficace. Dans les réflexions qu'on a eues, on a beaucoup de discussions sur c'est important de mettre la pluralité des perspectives pour trouver des solutions innovantes aux problèmes sociaux. Ça nous prend
prend des approches transversales, mais pour ça, il faut reconnaître l'intersectorialité comme un élément clé et important dans les programmes et les politiques publiques. On doit, entre autres, reconnaître aussi l'importance des démarches intersectorielles et collectives qui sont cruciales pour mettre au cœur cette approche intersectorielle-là qui est efficace et plus intégrée. Il y a des questions, entre autres, des ancrages financiers et institutionnels aussi, que c'est nécessaire qu'on aille vers du financement puis des ancrages qui nous permettent de s'adapter justement à l'intersectorialité, aux dynamiques territoriales aussi, aux particularités de chaque milieu, que si on est dans un financement par projet, par enjeu, ça limite, ça crée au contraire justement des silos, puis ça rend plus complexe notre capacité des acteurs de milieu à trouver des solutions complexes si on doit faire toujours, excusez-moi, l'anglicisme, faire fitter dans des cases de financement les besoins qui, eux, sont beaucoup plus complexes, intersectoriels, interréseaux, puis qui transcendent souvent différents leviers financiers. Donc, dans la démarche, on a souvent mis de l'avant l'importance d'un financement basé davantage sur la mission, sur la démarche, sur la communauté, qui est flexible et qui permet de s'adapter, comme je le disais, aux dynamiques territoriales qui sont différentes d'un milieu à l'autre, même s'il y a des similitudes partout au Québec. Donc, en résumé, dans les apprentissages qu'on fait vraiment de la démarche des États généraux, c'est qu'on souhaite cette accessibilité des services et des programmes sociaux qui doit être une priorité. On doit garantir l'accès aux services pour chaque citoyen, indépendamment de sa localisation géographique. On doit tenir compte des dynamiques territoriales spécifiques à chaque région du Québec. On doit avoir des approches qui sont souples et adaptées aux spécificités locales. On doit avoir l'importance de l'approche intersectorielle pour répondre aux enjeux complexes. On doit vouloir faciliter à travers ces politiques puis ces leviers publics-là, la collaboration entre des secteurs, c'est essentiel, puis qu'on doit avoir des ancrages financiers qui permettent ces conditions de réussite-là, donc il doit y avoir du financement qui doit suivre pour soutenir tout ça. En terminant, on voulait parler des perspectives du travail social, c'est-à-dire qu'il y a des clés, on pense à travers le développement des communautés qu'on doit avoir en tête quand on veut réfléchir au travail social de demain, surtout si on vise à promouvoir l'émancipation, la lutte à la pauvreté, l'exclusion sociale et à réduire les inégalités sociales et environnementales. On revient sur cette question qui est vraiment importante d'intersectorialité. C'est majeur pour les acteurs qui se sont concertés. On doit concevoir comment on met de l'avant ces approches-là, parce que cette pluralité-là, puis de pouvoir travailler ensemble, d'estomper les frontières entre les secteurs, bien, elle est nécessaire. Mais ça vient avec des changements quand même importants parce qu'on est structuré souvent 0,5 ans, enfance, famille, environnement, économie, on est organisé d'une façon qui rend difficile, mais que sur le plancher des vaches, je peux le dire comme ça, dans les milieux, on dit, mais si au moins, on peut commencer par nous aider à travailler ensemble en finançant ces espaces-là, mais ça peut permettre d'avoir des collaborations dynamiques puis nous aider à avancer. Sachant qu'il y a un but ultime de pouvoir changer un peu plus les éléments structurels qui sont des freins à ce qu'on travaille mieux ensemble. Il a été aussi question comme levier intéressant de parler de gouvernance partagée, comment qu'on peut travailler mieux ensemble dans de la collaboration puis de la co-responsabilité des parties prenantes, que les problèmes sociaux sont complexes, fait qu'on doit le travailler ensemble, citoyens, société civile, élus, institutions, on doit vraiment unir nos forces et nos compétences pour être mieux équipés pour surmonter les défis sociaux auxquels on fait face. Puis ça, bien, ça doit s'inscrire dans les programmes, les politiques publiques, mais notre façon de voir les choses aussi. La question de la participation citoyenne, de l'inclusion et de la diversité est aussi essentielle dans les travaux qu'on a portés. C'est important de parler de démocratie participative, de redonner un pouvoir, un droit, une responsabilité à la société civile, aux citoyens de s'impliquer. Puis que ces notions-là de participation citoyenne, de diversité, d'inclusion doivent être des piliers si on veut favoriser l'émancipation de la population puis l'amélioration des conditions de vie au Québec. Mais ça demande encore une fois qu'on revoie nos façons de faire, qu'on leur fasse plus de place dans les instances actuelles ou qu'on redéfinisse ces instances là pour qu'elles puissent permettre ces réelles participations citoyennes et cette réelle diversité-là. Ça nous demande des changements structurels importants, mais il faut y faire face. Et la question aussi de la mobilisation, du transfert des connaissances et des savoirs, de la renforcement de des capacités d'action, c'est essentiel. Si on veut penser le travail social de demain, mais il faut pouvoir outiller les acteurs sur le terrain à le faire. Je ne peux pas faire autrement qu'un clin d'œil avec ce que l'autre présentatrice disait. Il faut se donner les moyens si on veut favoriser l'empowerment puis l'autodétermination, puis on veut se redonner du pouvoir collectivement, mais ça, il faut le reconnaître ensemble, puis il faut donner des leviers à ces acteurs-là, autant des leviers financiers
financiers, politiques, de la capacité de décider pour eux-mêmes. Et ça, il faut qu'on le travaille aussi de façon structurelle. Pour conclure, la grande démarche des États généraux se terminait en disant ben tout ça, c'est des grands changements systémiques, puis on ne peut pas non plus évacuer la question de la transition socio-écologique. Donc, si on a comme objectif du travail social au Québec de lutter contre la pauvreté, d'améliorer les conditions de vie, ça nécessite des changements systémiques majeurs de nos structures sociales et économiques. Mais on pense qu'à travers ce qu'on a vécu, les États généraux, qu'il y a quand même des leviers à court terme dans les démarches en développement des communautés qui mobilisent déjà des acteurs locaux, des organisations, des citoyens, ils sont là. Il y a déjà des travaux qui se font. Il y a tout ce qui se passe au niveau de la transition socio-écologique aussi, puis les alliances, les nouvelles alliances qui naissent de cette transition-là, où est-ce qu'on voit l'interdépendance entre les défis sociaux et environnementaux. Donc, il faut partir de là, qu'on utilise ces leviers du développement des communautés tels l'interterritorialité, la gouvernance partagée, la participation citoyenne et la transition socio-écologique dans le but de travailler collectivement vers un avenir plus équitable, inclusif et durable. J'espère avoir respecté bien mon temps. Écoutez, vous êtes pas mal chrono. Je sais que le dernier aspect de votre présentation qui est très riche et on comprend que vous voulez que les États généraux puissent bénéficier de ce que vous avez appris auprès de vos membres et en étant vous-même en consultation approfondie. Tout le volet de la transition socio-écologique et va intéresser Denis, j'en suis sûre. Alors, Denis, est-ce que tu veux poser la première question? Oui, très bien. Donc, Mme Cardin, là, les propositions que vous faites, c'est sûr, je dirais, challenge particulièrement le travail social dans sa dimension d'intervention collective, d'acteur social par rapport aux enjeux collectifs puis à l'évolution de la société. Mais en ce qui concerne la pratique là, qui est quand même la pratique la plus développée actuellement en travail social, c'est l'intervention individuelle. Comment on voit bien qu'en travail social, souvent, là, les travailleurs sociaux voient les organismes communautaires et la société civile comme des partenaires parce qu'il y a des ressources là, qui sont importantes à mettre à contribution pour répondre aux besoins des personnes. Mais du point de vue des communautés, de la société civile, comment les travailleurs sociaux, en intervention individuelle, pourraient être des partenaires? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des cas de figure où on le voit s'observer à travers des projets concrets, souvent qui vont être portés par des démarches collectives. Donc, on va avoir des démarches collectives qui vont donner naissance à un comité de travail qui va impliquer des intervenants à la fois d'une maison de jeunes, des intervenants qui vont arriver du CIS ou du CIUS. Fait qu'ils travaillent ensemble pour essayer de croiser leurs réflexions. Fait qu'il y a des certaines formes de partenariat. Je pense qu'il y a des apprentissages à faire de ça qui se passent dans l'action, mais comment ces partenariats-là gagnants se font? Qu'est-ce qui fait qu'on respecte les visions, les approches qui sont différentes des fois de part et d'autre? Il y a peut-être des apprentissages à faire de ça pour transposer ça dans nos structures, pour favoriser toujours ces dialogues, ces perspectives différentes dans nos approches qui sont parfois différentes pour créer des espaces vraiment de dialogue puis de collaboration pour co-construire ensemble. Mais il faut reconnaître, ce qu'on aime beaucoup, je pense, dans la démarche de généraux, c'est qu'il faut reconnaître que ça, c'est une force. C'est comme l'étape 1. Mais si on se base sur des cas précis, je pense, d'actions, de projets ou d'enjeux spécifiques dans les territoires, ça va probablement permettre d'illustrer que c'est gagnant d'y aller dans cette voie-là. C'est ce qu'on observe en ce moment actuellement dans les territoires. Mais il faut y aller. C'est peut-être partir de l'action et la prise, mais après, il faut quand même reconnaître collectivement la force de cette pluralité de perspectives-là. Est-ce que ça répond à votre question, M. Bourque? Oui, j'en aurai d'autres. Allez-y donc. Et je vais laisser Nadine. Alors, je vous en accorde une deuxième et on passe à Nadine. Bon, elle est un petit peu compliquée, là. Mais c'est évident là, que l'enjeu territorial, l'ancrage territorial, la gouvernance, la démocratisation des services publics, dont les services sociaux, c'est fondamental. Et disons que ce n'est pas garanti par le projet de loi 15. Et là, j'utilise un euphémisme.
en fait, de toute évidence, là, il y a la participation de la société civile, des parties prenantes à la gouvernance des services sociaux, c'est quelque chose qui va être à construire puisqu'il n'y aura pas les leviers dans ce qui est prévu dans le projet de loi et les amendements. Mais peut-être par rapport à ce qui est prévu comme étant le futur conseil, en fait, le conseil des services sociaux, il y a une nouvelle instance qui va être créée par le projet de loi 15, c'est un conseil spécifiquement sur les services sociaux pour aider je dirais, à faire converger, faire avancer les pratiques dans ce domaine-là, dans les établissements. Ce conseil des services sociaux pourrait aussi avoir des relations à l'extérieur de l'établissement pour mettre en place des mécanismes participatifs, consultatifs, même partenariaux avec les parties prenantes sur la base des territoires. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un intérêt du côté de la société civile de contribuer par cette porte-là à avoir une certaine influence sur la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux? Qu'on a senti dans le tour d'horizon, c'est que de façon générale, il y a le souhait, mais des fois, on voit moins les liens parce que, j'ai envie de dire, il y a un changement dans la façon qu'on a eu de fonctionner, de passer des CLSC à ce qu'on a aujourd'hui. Fait que je pense qu'il y a peut-être un enjeu de communication sur ils sont où ces leviers-là, parce que je ne suis pas certaine si on parlerait avec des MRC ou des agents de développement, s'ils connaissent les leviers qu'ils ont, à part leurs portes d'entrée plus classiques telles les OC ou des intervenants ou des bureaux de partenariat avec lesquels ils travaillent. Mais probablement que plus on parlera de ces leviers-là existants ou qu'on essaiera d'en créer de nouveaux par l'approche territoriale, plus on sera gagnant. Mais je pense qu'il y a un exercice de communication à faire sur ces pratiques-là pour recréer ces ponts qui, ce qu'on a senti, notre à tour d'horizon, se sont effrités à travers les années avec la fin des CLSC et des conseils d'administration, avec la fin des espaces démocratiques dans les territoires. Ça a créé un certain effritement de liens de communication puis d'espace. On a changé. C'est devenu maintenant des fois, comme je disais, des bureaux de partenariat, des OC, des directions de santé publique. Les prises étaient différentes vers ces grosses machines institutionnelles que sont les CIS et les CIUS. Donc, de pouvoir recréer ces pans-là, je pense que c'est l'étape 1. Mais s'ils existent ou il y a des opportunités, c'est de les faire connaître. Ce serait la première étape à court terme. Et assurément qu'il y a le souhait de communiquer parce qu'on l'a senti, c'est fort le besoin de travailler ensemble. Que les gens reconnaissaient, les enjeux sont complexes, on ne peut plus les travailler en silo. Fait qu'il faut créer ces espaces de dialogue-là pour y arriver. Et j'ai envie de dire que dans un horizon à plus long terme, sur la loi 15, là, il y a ce volet-là, mais si on parle après ça de transition socio-écologique, mais ces espaces de dialogue-là deviennent encore plus importants et viennent un peu brouiller les cartes parce que là, on n'est plus dans ces programmes ou ces façons de faire-là telles qu'on les connaît actuellement. Il faut réinventer des nouveaux chemins. Il y a sûrement des leviers et des pistes là, pour faire des nouvelles alliances. Très intéressant. Nadine, allez-y. Bonjour, moi je voulais vous poser une question sur la section qui concerne la participation citoyenne. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement parce que là, on parle dans cette perspective-là de la participation citoyenne, mais aussi de l'importance de la démocratie participative. Est-ce que tu peux m'en dire, excuse-moi, je t'ai tutoyé, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Puis, et qu'est-ce que vous nous recommanderiez par rapport à cet élément-là pour les États généraux? Des éléments vraiment intéressants qu'on a vus, des réflexions dans des comités de développement local ou territorial, se dire là, ça ne marche pas quand on fait juste dire on veut des citoyens. Puis là, ça ne marche pas, ils ne sont pas là. Ou là, on le fait le samedi, là, ça ne marche pas. On a vu plein de cas de figure avec des freins à cette mobilisation citoyenne. Et les cas où on a vu émerger des nouveaux espaces, bien, ils prennent des nouveaux chemins. Il faut remettre en question des fois la structure avec laquelle on aborde cette participation citoyenne. Est-elle la bonne? Est-ce que les motivations, ce qu'on souhaite faire avec ces citoyens-là, c'est ce qui les attire, c'est le bon chemin? Il faut remettre en question. Puis des territoires ou des milieux qui ont remis ça en
question, puis qui ont repris ça dans une autre perspective. Puis là, encore une fois, je fais des liens avec la transition socio-écologique puis des alliances qu'on voit naître. Mais là, les citoyens, ils sont là, puis ils veulent se mobiliser, puis ils sont préoccupés par ces enjeux-là. Est-ce qu'il y a une réflexion à avoir sur nos structures qu'on a actuellement? Est-ce que le milieu communautaire doit réfléchir justement, se remettre en question, revoir ses façons de faire pour se réadapter, se réajuster? C'est des questions que moi aussi je me pose, mais on voit par contre des cas où la mobilisation, elle est très forte, elle est présente, elle est là. C'est là-dedans, je pense, qu'on doit identifier les clés finalement d'apprentissage. Je peux nommer entre autres le grand dialogue ou des milieux qui se sont mobilisés sur des enjeux très spécifiques comme des trucs environnementaux, protéger des boisés, des choses comme ça. Puis là, ça suscite de la mobilisation qui est forte. Qu'est-ce qu'on en tire là? Puis comment on transpose ça dans nos structures peut-être plus classiques communautaires, développement des communautés? Il y a certainement là des voies de passage là, pour faciliter ça. Mais ça demande, je reviens à ce qu'on finit de tous nos grands travaux aux États généraux, de devoir repenser des structures puis les repenser autrement. On ne peut pas juste arrêter à, ben là, ils ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y en a qui le font puis ça fonctionne. J'aimerais ça vous relancer sur la transition parce que moi, un peu sommairement, je me disais, ça va être un lieu absolument capital d'investissement pour le travail social. Ça va être un lieu où les expertises des gens qui sont habitués à la fois à faire de la pratique, à avoir des pratiques sous forme individuelle, mais surtout tous ceux qu'on méconnaît, qui ont ces voies de passage vers les collectivités qui sont capables de les animer, ça va être tellement précieux. Bon, là, je vous demande un exercice de projection pour le travail social, parce que c'est à ça qu'on réfléchit dans les États généraux. Comment appréhender cette opportunité peut-être où les gens sont au rendez-vous pour faire briller ce qu'on connaît le mieux, ce qu'on met les gens en mouvement pour faire des changements sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité? Ce qu'on observe, puis ce que je vois dans les travaux qu'on porte, c'est qu'il y a vraiment une prise à l'échelle locale, à court terme, parce que c'est là qu'on a le plus d'agilité, parce que sinon, on s'embarque dans des grandes structures, puis ça devient dur de voir comment on y arrive. Mais à l'échelle locale, sur des enjeux puis des besoins très concrets, d'inondation, de feux de forêt, de développement immobilier en tenant compte du territoire qu'on veut protéger, tous j'ai envie de dire, ces enjeux très concrets-là, où là, il faudra comme être audacieux de se dire si on travaille tous ensemble, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Ils sont où les freins et les leviers? Puis c'est là que les acteurs du milieu du travail social doivent être là, doivent être de cette discussion-là. Puis on doit le réfléchir ensemble. Mais après, on doit être capable de faire une alliance sur est-ce qu'il y a des freins à ça? Et ces freins-là sont-ils de nature structurelle au Québec? Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que si on se le dit dans une MRC, on doit se le dire ailleurs aussi. Et cette alliance-là globale de toutes ces alliances locales-là qu'on peut faire, est-ce qu'on en tirera une assez grande force pour pouvoir changer la structure avec qui est lourde par moment, puis changer les choses. Mais j'ai envie de dire qu'à court terme, il faut que les acteurs et actrices du travail social soient de la partie, ils soient là et qu'on ait cette capacité collective de vouloir faire ce bout de chemin-là autrement ensemble, mais de reconnaître les éléments structurels et de faire front commun sur ça. Oui, c'est vraiment intéressant. Madame Cardin, c'est malheureusement tout le temps que nous avons. C'était passionnant. Merci beaucoup à la fois de votre mémoire et d'avoir partagé avec nous vos apprentissages. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir.